Mercredi 13 août 2014, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour suivre ce journal. Et le journal débute avec de la politique. Le deuxième gouvernement dit de large ouverture de la 7e République a aujourd'hui un an. La formation de ce gouvernement le 13 août 2013 a provoqué un tollé de réactions au sein des partis politiques. Un an après, la majorité et l'opposition apprécient diversement les actions de l'équipe de Brigitte Raffini. Faisons le point avec Abdelrazak Idrissa et Ibrahim Ablou. La situation du pays sur tous les plans n'a fait qu'empirer depuis la mise en place de ce gouvernement, affirme-t-on sans embâche au niveau du principal parti de l'opposition. Rien de bien signifiant pour l'exécutif et son chef, sauf peut-être ceci. Sur le plan économique, je peux signaler que la seule réussite qu'il a eue, c'est que il y a eu des investissements massifs sur le budget de l'État, dans le département d'Ilela, pour faire 2 routes bitumées pour desservir Ilela. Ce qui est vraiment triste. On parle même d'investissements dans la ville d'Ilela sur les fonds publics. Depuis que le Niger existe, depuis 1958, aucun chef d'État ne l'a fait. Mais Issoufou Mohamed l'a fait, les gens peuvent aller vérifier. Et pourtant, les résultats sautent aux yeux, retorque Hirosani du PNDS Taraya, le parti au pouvoir. Jamais le Niger n'a été aussi stable, aussi bien politiquement, socialement que sur le plan de la sécurité, surtout que sur ce dernier aspect, tous les ingrédients sont là pour une explosion. La démocratie de notre pays a été renforcée. La stabilité politique de notre pays a été assurée. Parce que, avec la clairvoyance du président de la République, il a compris qu'il y a des dangers d'instabilité, des dangers de remise en cause de la stabilité du pays et donc même de la démocratie. Mais avec cette mesure-là, on a pu assurer, le président de la République a pu assurer au pays une stabilité. Et cette stabilité-là a permis au pays de connaître des activités socio-économiques très importantes. Au niveau de la majorité, on regrette cependant que l'unanimité n'ait pas été faite dans la classe politique autour de l'idée du chef de l'État. À l'opposition, par contre, on se félicite de pouvoir ainsi se débarrasser de politiciens aux intestins fragiles, parlant des membres du gouvernement qui se réclament encore de leur rang. Une dizaine de morts et plus de 27 000 sinistrés, ce sont là les premiers dégâts occasionnés par d'importantes précipitations enregistrées ces derniers jours au Niger. Des maisons effondrées, des champs inondés, la cellule humanitaire lance un appel à la solidarité aux victimes. Le commentaire avec Souleyman Mouni Barma. Comme en 2012 et 2013, l'année 2014 est en train d'enregistrer d'importantes précipitations sur l'ensemble des pays. Des précipitations qui ont fait beaucoup de dégâts humains et matériels. Selon une dépêche de l'AFP, 12 personnes sont déjà mortes et plus de 27 293 sinistrés. Même la capitale Niamey n'est pas épargnée. Ce fut le cas à Gabougoura, les quartiers périphériques, notamment à la rive droite dans le 5e arrondissement, précisément à Bangabana où plusieurs familles ont perdu leur habitation. À Niamey, 2 fillettes ont péri dans l'effondrement du toit de leur maison, indique AFP dans sa dépêche. Parmi les régions concernées par les inondations, celle de Tillabéri est la plus touchée avec 7 décès. Plus de 2000 hectares de champs et de jardins ont été également inondés. Au regard de la gravité de la situation, la coordinatrice de la cellule humanitaire a lancé un appel à la solidarité en faveur des sinistrés. Probablement, le bilan pourrait s'alourdir car ce mois d'août est le mois le plus arrosé au Niger. Selon le bureau de la coordination des actions humanitaires OCHA, plusieurs localités du Niger sont frappées par des inondations de diverses ampleurs à la suite des fortes pluies enregistrées depuis la mi-juillet et qui se poursuivent au cours du mois d'août, ajoute pour sa part OCHA.
La campagne agricole bat actuellement son plein au Niger, un pays souvent confronté à des crises alimentaires dues à la sécheresse ou des inondations. Selon Mme Barmou, toutes les régions sont touchées par les inondations, à l'exception des zones très désertiques de Difa et Agadez. D'ores et déjà, pour les premières mesures, le gouvernement a mis plus de 200 tonnes de vivres à la disposition des populations touchées des différentes régions. En 2012, des inondations avaient tué des dizaines de personnes et quelques 500 000 sinistrés. Les maires des communes des régions de Dosso et Tillabéri, frontalières du Bénin, du Burkina et du Niger, en formation de gestion des frontières et coopération transfrontalière. Une initiative du ministère de l'Intérieur qui permettra aux participants de s'approprier des outils nécessaires pour la réussite de la coopération transfrontalière. Le compte rendu avec Adam Ousmana et Chebou Guissou. C'est une dizaine de maires communaux des régions de Dosso et Tillabéri qui est concernée par les présentes assises afin d'échanger avec des experts en gestion intégrée des espaces frontaliers et en coopération transfrontalière pour permettre une mise à niveau et de développement de stratégies communes de coopération. Une rencontre qui vise à mieux sensibiliser les acteurs communaux des entités administratives frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Nigeria sur le programme Frontières africaines. Ce programme répond à un double impératif. Il s'agit d'une part de promouvoir la prévention structurelle des conflits et de l'autre d'accélérer le processus d'intégration sur le continent, tant il est vrai que le retard accusé dans la définition des frontières africaines constitue un véritable obstacle à l'allègement des procédures douanières et policières nécessaires à la libre circulation des personnes et des biens voulus par les États africains. Sans une démarcation précise de la limite entre deux territoires nationaux, il est techniquement difficile de mettre en place, par exemple, des postes de contrôle juxtaposés. Une situation dont les maires des communes frontalières sont les mieux imprégnés et pour y remédier, les autorités de la 7e République font de la promotion du développement durable de ces zones frontalières leur credo. Le Niger, à l'instar d'autres pays africains, s'est résolument engagé dans un processus dynamique de coopération transfrontalière avec ses voisins en vue de promouvoir un développement durable de ces zones frontières, mais aussi et surtout favoriser l'intégration régionale dont nos pays ont grandement besoin pour leur décollage économique. C'est conscient de cette réalité que le programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, réserve une place de choix à l'établissement, à la promotion des relations privilégiées et au renforcement de la coopération avec tous les pays amis en général et singulièrement avec les pays voisins. Ainsi, 3 jours durant, ces maires communaux seront outillés de mécanismes à même de les engager dans une dynamique de coopération transfrontalière avec leurs voisins pour le bien-être de leurs populations respectives. Principaux enjeux du projet de loi portant en première rectification du budget 2014 et ses impacts sur les secteurs sociaux, c'est le thème d'une conférence publique organisée hier par Alternative Espace Citoyen. C'était en présence du ministre délégué au budget Mohamed Boucha et c'était également en présence de nos reporters Michel Djedji et Aboubakar Souley. Le gouvernement a le droit de faire autant de rectifications que nécessaire sur les circonstances l'imposent. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les textes disent que le processus doit être fait de façon à ce que le budget qui va être issu soit vraiment un budget sincère. Pour une bonne compréhension de la question, Alternative Espace Citoyen a jugé utile de présenter de prime abord un rappel sur la loi de finances initiale 2014 qui est actuellement en cours d'exécution. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons il a été inscrit 61 milliards, ce qui représente 3,27% du budget général de l'État. Au niveau de l'enseignement professionnel et technique, il a été inscrit 20 milliards, soit 1,10% du budget de l'État. Au niveau de l'enseignement secondaire, 34 milliards, soit 1,87%. Au niveau de l'éducation primaire, 166 milliards, soit 8,89% du budget de l'État. Au niveau de l'agriculture, 97 milliards inscrits, soit 5,23%. Au niveau de l'élevage, 25 milliards, soit 1,36%.
Et pour la haute autorité à l'initiative 3N, 547 millions, soit 0,03% du budget général de l'État. Pour l'hydraulique, 61 milliards, soit 3,28%. Au niveau de la santé publique, 99 milliards, soit 5,23%. Et la défense nationale, pour 72 milliards, soit 3,86% du budget de l'État. Dans la première rectification de cette loi envisagée, il ressort que la mobilisation des ressources seront nettement en baisse et feront passer le budget de l'État de 1867 milliards à 1863 milliards, voire 1600 milliards si le gouvernement décide de ne plus prendre en compte des redevances supplémentaires qu'il comptait encaisser grâce au secteur de la téléphonie mobile qui semble de plus en plus prospérer au Niger. Un état de fait décrié par des acteurs de la société civile à laquelle s'ajoute le faible taux d'exécution de ce budget qui est considéré être signe de malgouvernance. Il faut qu'on situe ici les responsabilités et pouvoir sanctionner ceux qui sont en faute. Deuxième exemple. Tout récemment, nous étions à la revue du portefeuille de la Banque mondiale. La Banque mondiale nous a dit qu'elle n'arrive pas à comprendre un pays comme le nôtre qui aujourd'hui n'arrive pas à dépenser 500 milliards de francs CFA. Et nous cherchons à obtenir environ 1500 milliards. Et bien donc, le responsable de la Banque mondiale nous a demandé, mais comment, vous qui ne pouvez pas dépenser la moitié, comment alors vous allez dépenser cette importante somme d'argent? Malgré les titres de la Banque mondiale, en fait, le taux d'exécution budgétaire sur les ressources extérieures est minoré, est très en deçà des prix. Maintenant, quand tu vois sur les ressources internes de la République, en termes d'impôts, taxes, des trucs, c'est ça qui est élevé. Et quand tu fais les deux taux à ressources extérieures, à ressources internes, ça impacte et on a un taux réduit. Par exemple, en 2013, je corrige, rien que par exemple les projets et programmes en gestion directe, on a 69,90% des taux d'exécution au 31 décembre 2013. 100 projets à gestion directe auxquels on n'a pas eu, par exemple, les documents au niveau des ministères sectoriels. Donc ça veut dire que quelquefois, c'est la collecte des données qui fait qu'à un moment donné, on calcule un taux plus ou moins minoré, parce que tout simplement, quand les éléments au niveau des ministères sectoriels sous forme de projets, c'est des documents. Donc on n'arrive pas à les avoir. Il faut remercier le ministre d'abord pour d'avoir accepté de venir. Mais je pense que les arguments qu'il a développés ne tiennent pas face effectivement à l'épreuve des faits. Les ressources extérieures aujourd'hui, ils ont parlé de, par exemple en ce qui concerne la téléphonie, de la mobilisation de plus de 216 milliards. Ils sont revenus à 40. C'est comme si aujourd'hui les compagnies de téléphonie bénéficient d'une sorte de sursis. En tout cas, ça va se faire aux dépens du contribuable nigérien en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes. Il en est de même sur certains secteurs notre point où il y a de l'argent que l'État peut s'organiser pour mobiliser, il n'arrive pas à le faire. Là également, ça veut dire que quelque part l'administration, le gouvernement qui doit impulser la dynamique de la mobilisation des ressources internes, en tout cas le gouvernement n'est pas en train d'imprimer cette mobilisation. Il en est de même des ressources extérieures. Vous avez vu, sur les 190 milliards, pratiquement plus de 90% ce sont des ressources extérieures que le gouvernement n'arrive pas à mobiliser. Ce nouveau projet de loi de finances au titre de l'année 2014 sera en principe à l'ordre du jour des débats de la plénière de ce jeudi 14 août 2014 à l'Assemblée nationale. La milliardième dose des médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées a été célébrée ce mercredi. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques ONPPC. Une cérémonie marquant 8 années de lutte contre ces maladies. Areta Sala et Halidou Brema pour les précisions. Cette cérémonie marque la célébration de la milliardième dose de médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées délivrée par l'USAID. Ce jour représente la consécration de 8 années de lutte acharnée contre ces maladies. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du directeur général de l'ONPPC,
puis celui de la représentante de Helen Keller International, HKI, qui a déclaré que son ONG appuie le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de son plan directeur de lutte contre les maladies négligées. Ensuite, s'en est suivi l'allocution du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui a annoncé que l'Agence américaine pour le développement international, USAID, a soutenu la distribution d'1 milliard de traitements contre les maladies tropicales négligées dans 25 pays. Ce jour, nous célébrons l'administration de la milliardième dose de traitement contre ces maladies fournie à l'échelle mondiale par l'USAID, dont 119 millions de doses au Niger. Ce programme touche les populations les plus pauvres, atteignant ainsi 465 millions de personnes à travers le monde. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe hétérogène de maladies qui affectent plus d'1 milliard de personnes, soit 1/6 de la population mondiale, dont environ 800 millions d'enfants. Ces maladies affectent les populations les plus vulnérables du monde, les populations pauvres et faibles vivant dans les zones rurales et les bidonvilles de pays à faible revenu. Plus de 500 000 personnes meurent chaque année des conséquences de ces maladies et des millions souffrent d'un handicap chronique et de stigmatisation sociale qui les empêche de vivre une vie pleine et productive. Dans ce cadre, depuis 2007, l'USAID appuie le Niger pour l'élimination de la filariose lymphatique, de l'onchocercose, du trachome cécitant et le contrôle de la bilharziose et des vers intestinaux, ce qui a permis au Niger d'être le chef de file dans l'élimination du trachome dans les pays africains. À ce jour, plus de 115 millions de traitements contre ces maladies, même 119 millions de traitements ont été fournis au Niger grâce à l'appui de l'USAID. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, présent à cette cérémonie, a souligné toutes les conséquences de ces maladies et a remercié leurs partenaires, avec en tête l'USAID pour leur appui dans la lutte contre ces maladies aux complications redoutables. Les MTN constituent un groupe de maladies qui touchent les populations pauvres avec un faible pouvoir d'achat et un faible pouvoir de décision politique. Tous les ans, ces maladies font l'objet de distribution de masse de médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Non traitées, ces maladies conduisent à des complications redoutables comme la stérilité, la cécité, l'éléphantiasis, l'insuffisance rénale et même les décès de personnes atteintes. C'est pourquoi l'OMS a appuyé plusieurs pays du monde à adopter les plans de lutte contre ces maladies et l'USAID aide ces pays à lutter contre ces fléaux par des actions multiformes dans les campagnes de distribution de masse de médicaments. Pour revenir à cette journée, elle est l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires qui aident notre pays à lutter contre ces maladies aux complications redoutables, notamment l'USAID, l'OMS, FHI 360, HKI, le Centre Carter, le RISEAL et World Vision. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à deux récipiendaires, Dr Alfari Aïchatou et Sani Bakoy, pour leur combat dans la lutte contre ces maladies invalidantes au Niger. La cérémonie a pris fin par la visite guidée des magasins de l'ONPPC où sont déposés les médicaments de lutte contre ces maladies. Les contractuels de l'enseignement montent au créneau pour fustiger ce qu'ils qualifient de discrimination dans le traitement de salaire. Ils sont ce matin des centaines à envahir les locaux de la direction régionale de l'enseignement secondaire pour réclamer leurs droits. Précision avec leur porte-parole Issoufou Hashimou Wakasso. Donc nous avons fait appel à la presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale de la situation des enseignants contractuels qui perdurent par rapport au paiement et par rapport aussi au deuxième point, par rapport au comportement de la structure représentant des enseignants contractuels de Niamey. Donc nous sommes là parce que nous ne sommes pas payés, voilà, nous sommes aujourd'hui les 13. À ce que je sache, bien avant la fête, tout le monde a été désintéressé. Vraiment, on a été frustrés par cela. Les enseignants contractuels n'ont pas non seulement
Le carême a démarré, les enseignants contractuels n'ont pas eu leur pécule. Et la fête aussi, à la veille de la fête, les enseignants contractuels n'ont pas eu leur pécule. Et jusqu'à cette date, les enseignants contractuels n'ont pas leur pécule. Donc ça, nous nous plaignons. Et le deuxième point, c'est pour dénigrer le comportement des syndicalistes qui représentent les contractuels au niveau de l'administration éducative. C'est donc le cri de cœur de ces contractuels a été pris en compte. De sources dignes de foi, la situation de ces contractuels de Niamey sera décantée dès demain 14 août 2014. Bonne nouvelle alors. Cela dit, le coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba Niger, Ali Idrissa, était l'invité sur France 24 hier. L'accord du partenariat entre le Niger et Areva était au cœur de l'entretien. Mais Ali Idrissa répond d'abord à leur interpellation le jour de la visite du président français François Hollande au Niger. Il faut le rappeler quand même que le Niger n'est pas la pire des situations en Afrique par rapport à ces questions de droits de l'homme, notamment par rapport à notre situation, notre cas, une interpellation pendant que nous exigeons simplement que les ressources naturelles du sous-sol nigérien profitent au peuple nigérien. Nous ne demandons qu'un contrat gagnant-gagnant avec Areva. C'est pas le cas pour l'instant ? Je crois que ça ne vient pas de nous. Ça fait depuis 1970, dans les années 70, que des Nigériens revendiquent des contrats gagnant-gagnant. Vous avez entendu de la bouche du chef de l'État nigérien, le président Mahamadou Issoufou, qu'il y avait un accord déséquilibré entre le Niger et Areva. Donc, c'est pas nouveau. Et quand vous prenez aussi des chiffres sur l'exploitation de l'uranium, jusqu'en 2010, nous avions fait des études. L'uranium a rapporté à Areva environ 3,5 milliards d'euros. Et le Niger n'a reçu que 400 millions d'euros dans ce business. Alors, il y a un nouvel accord entre le Niger et Areva. On l'a entendu avec Salim Abelhadj. L'accord a été prolongé, on ne sait pas pour combien de temps. Le principal changement, c'est que les royalties que Areva devra verser au Niger augmentent de 5,5 à 12%. Est-ce que sur ce point, ça va dans le bon sens ? Il faut nuancer. De 5% à 12%, c'est selon la production qui a une marge de pouvoir aller de 9 à 12%. Ça veut dire qu'Areva peut jouer sur ce... Et nous sommes en train de soupçonner Areva de vouloir jouer dans le sens de minimiser, de réduire la production, peu que le Niger ne puisse pas avoir les 12%. Et que l'histoire nous donne tort, nous le souhaitons bien, parce que nous ne souhaitons que du bonheur pour notre peuple, que des ressources supplémentaires pour l'État, pour pouvoir mener ses politiques. Le processus du passage à la télévision numérique terrestre TNT en Afrique est en bonne voie. Une mission de l'UMOA séjourne au Niger. Dans ce cadre, elle a eu une rencontre d'échange avec les associations de consommateurs cet après-midi sur les dispositions à prendre pour éviter les désagréments aux consommateurs. Mahmoudou Saleh et Aboubakar Souley pour les précisions. D'ici le 17 juin 2015, le Niger, à l'instar des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, va rentrer dans un processus de changement de mode de réception de programmes de la télévision. Une révolution technologique qui va entraîner un bouleversement dans le secteur de l'audiovisuel. Nous réaffirmons notre ferme volonté de faire de la migration vers le numérique un enjeu important pour la cohésion nationale, tout en réduisant la fracture numérique pour permettre à l'ensemble des populations nigériennes de bénéficier de l'ensemble des aspects de cette nouvelle technologie. Enfin, nous rendons un hommage mérité à tous les acteurs qui ont pris part dans ce travail pour les efforts en faveur de la transition numérique. Alors, pour pallier à ce bouleversement, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a choisi le norme DVB-TD
et MPEG 4 AVC pour tous les pays membres de l'Union. Vos consommateurs, vous devez les prévenir contre cela. Donc, voilà, ça c'est extrêmement important. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a dit qu'à partir du 1er juillet, l'importation est interdite. Normalement, vous ne devez plus importer. Pourquoi? Parce que ce n'est plus à l'ordre du jour. Nous avons peur. Comme j'étais au Mali, le Mali disent, nos frères commerçants, eux, ils vont aller ramasser dans les dépotoirs en Europe parce qu'on n'utilise plus. Ils vont venir déverser ça sur le marché et après, on ne saura pas l'utiliser. Ça va poser des problèmes d'environnement, de pollution, tout ce que vous connaissez. 1er juillet 2014, 1er octobre 2014, c'est fini. Tout ça, c'est terminé. Donc voilà. Et puis, un dernier aspect de ce règlement, c'est que on demande aux États, la Commission, puisque nous on n'a pas d'argent, la Commission demande aux États de tout faire pour faciliter l'accès aux décodeurs aux populations. Alors, où est-ce qu'on en est au Niger par rapport à la mise en œuvre de la stratégie TNT? Après l'adoption de documents de stratégie, on avait créé 2 comités. Et ça, ce sont des comités que le document avait prévu. Un comité technique s'est chargé de la mise en œuvre de la stratégie TNT au Niger et un comité interministériel qui est à peu près, comme l'a dit Abossé, le conseil d'administration de ce comité, de tout ce qui est le passage de la TNT au Niger. C'est lui qui décide de tout, mais le comité technique est chargé de faire le travail technique. Voilà les 2 comités, comment ils travaillent. Le comité technique a fait normalement tout ce qu'il devrait faire. Le comité ministériel a fait son travail, mais vous savez, on était bloqué par ce qu'on appelle les nerfs de la guerre. C'est l'argent. Ainsi, avec l'avènement de cette transition de l'analogique au numérique dans la zone IMOA, l'institution a pris des mesures pour interdire l'importation de postes téléviseurs analogiques et numériques non conformes aux normes prises dans les pays membres de l'Union. Du sport pour clore ce journal et direction rive droite pour parler du TGV, l'un des plus prestigieux de la capitale, donc le tournoi des grandes vacances de la rive droite dont le coup d'envoi a été donné cet après-midi et c'est le maire du 5e arrondissement qui a donné ce coup d'envoi en présence de Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. 16 clubs du 5e arrondissement de la capitale seront aux prises dans le cadre du tournoi des grandes vacances de la rive droite de Niamey. Ainsi, le coup d'envoi de cette compétition donné par le maire d'arrondissement a vu pour une première rencontre l'AS Cinéma croiser le fer avec Boulongo FC. Nous avons fait du sport un vecteur d'unité, et un vecteur de rassemblement de tous les jeunes. Malgré les inondations, le problème dans lequel le 5e arrondissement, nous nous donnons un temps pour nous amuser, pour amuser nos jeunes. C'est un tournoi qui va durer certainement sur une période d'1 mois. Et Inch'Allah, chaque fois que nous avons le temps, nous allons venir voir les rencontres et à la finale, on sera là, Inch'Allah. Un tournoi qui est presque à sa décennie, au grand plaisir des organisateurs. Aujourd'hui, tout le monde s'est retrouvé ici pour le lancement et nous comptons que ça continue jusqu'à la fin, occuper les jeunes durant toute la période des vacances. Nous avons contacté plusieurs structures et des jeunes pour pouvoir sélectionner, mettre en place une équipe autour qui peut représenter la commune 5 pour les éditions à venir. Bien que l'autre équipe est de la commune 5 qui a remporté la coupe de TGV, mais en fait c'est une seule équipe. Nous voulons créer un cadre pour que ça ne soit pas une seule équipe, que ça soit au moins un nombre important d'équipes qui peut représenter la commune 5 au niveau national. Toute la durée que prendra cette compétition, la jeunesse du 5e arrondissement sera sans nul doute gratifiée d'un bon football au vu des talents dont regorge cette entité administrative de Niamey. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.